Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année 2025. Vous le savez, Tétrapharmakos, c'est l'émission où nous explorons les pensées, les savoirs, les récits anciens et modernes pour approcher ce bonheur si cher aux philosophes, celui qui se fonde sur la lucidité, la transmission, la quête de sens. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage curieux et intrigant entre deux grandes civilisations antiques, la grecque et l'égyptienne. L'Égypte ne fut ni une rivale ni une adversaire de la première, mais faisait objet de curiosité et d'admiration. L'Égypte, terre des pyramides, des hiéroglyphes, des rites mystérieux, une civilisation millénaire qui a longtemps fasciné les voyageurs, les conquérants, mais aussi les philosophes, les savants et les écrivains grecs. Que venaient-ils y chercher ? Des mythes, du savoir, des origines ? Car non, la culture grecque n'est pas née d'un miracle isolé, elle s'est nourrie, enrichie, transformée au contact d'autres cultures. Et l'Égypte en particulier a laissé dans les textes grecs une empreinte étonnante, parfois méconnue. Pour éclairer ce dialogue entre les mondes, nous avons la joie d'accueillir une nouvelle fois Arnaud Zucker, professeur de littérature grecque à l'université Côte d'Azur à Nice, qui nous avait déjà fait le plaisir de répondre à nos questions dans l'émission consacrée à l'astronomie et à l'astrologie dans l'Antiquité en mars dernier. En sa compagnie, nous plongerons dans les récits, les cartes, les visions que les Grecs ont projetées sur l'Égypte. C'est un voyage dans le temps à travers les auteurs qui ont tenté de déchiffrer l'énigme égyptienne. Monsieur Zucker, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Comme je l'ai déjà indiqué, vous êtes professeur de littérature grecque à l'université Côte d'Azur à Nice et chercheur au CEPAM, c'est-à-dire Culture, environnement, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, une unité du CNRS, Université Côte d'Azur. Vous êtes spécialiste de la biologie et l'astronomie antique et de la tradition encyclopédique. Votre travail porte surtout sur l'étude des différentes formes de la diffusion des savoirs de l'Antiquité au Moyen-Âge et sur l'évaluation anthropologique et philologique des textes techniques et scientifiques. Vous avez entre autres publié des traductions, celle d'Élien, La personnalité des animaux aux belles lettres en 2001, ou encore celle d'Ératosthène de Cyrène, Catastérisme, toujours aux belles lettres, en 2021. Vous avez dirigé l'ouvrage L'Encyclopédie du ciel, mythologie, astronomie, astrologie chez Robert Laffont, bouquin paru en 2016, et en 2021, toujours chez ce même éditeur, vous avez co-rédigé l'ouvrage qui nous servira de fil conducteur aujourd'hui, le quartet d'Alexandrie, Hérodote, Diodore, Strabon, Chérémon. Alors, pour commencer à poser les bases de notre discussion, il est utile de rappeler une évidence. L'Égypte est une civilisation bien plus ancienne que la Grèce. Alors, dans un premier temps, pouvez-vous, Monsieur Zucker, nous rappeler les grandes périodes de la civilisation égyptienne, puis celle des Grecs ? Alors, c'est exact que la civilisation égyptienne se développe et mûrit avant la civilisation grecque. C'est un constat historique que l'on peut faire, c'est un constat aussi que les Grecs eux-mêmes faisaient, et ils considéraient que leur civilisation était plus récente. Alors, c'est juste, mais il n'y a pas de commencement vraiment, c'est-à-dire que on date le début de la civilisation égyptienne de la fin à peu près du 4e millénaire, et à l'époque, va se développer ce qu'on appelle l'Ancien Empire, qui va durer environ 1000 ans. Et au cours de cet Ancien Empire, il y a déjà des réalisations qui, pour nos repères culturels, c'est-à-dire dans le domaine scientifique, dans le domaine urbanistique, dans le domaine agricole, sont déjà, et dans le domaine aussi administratif, a déjà atteint un niveau extrêmement important dont on va retrouver un équivalent que beaucoup plus tard en Grèce. Donc il y a effectivement un décalage. D'abord l'Ancien Empire, et puis ensuite il va y avoir ce qu'on appelle des périodes intermédiaires, ce sont des périodes un peu de moindre stabilité, avec un système administratif, économique qui est soit moins stable, soit moins bien défini, avec parfois un éparpillement. Donc après ce qu'on appelle le Moyen Empire, toujours après l'unification entre la Méditerranée et la Nubie, de grandes zones, de grands territoires en Égypte, puis ce qu'on appelle la période des Hyksos, autour de 1650, et ensuite c'est le Nouvel Empire,
qui va durer jusque vers la fin du premier millénaire, puis au cours du deuxième millénaire, qu'à la fin du deuxième millénaire, et au cours du premier millénaire, là on entre dans une période où les parallèles sont plus faciles à faire, et où la situation devient un peu plus complexe. Il y a en particulier pendant une centaine d'années domination des Assyriens, et puis ensuite les Perses qui en 525, là on entre dans la période des historiens grecs, en 525, les Perses qui vont mettre un terme finalement aux dynasties autochtones d'Égypte, même s'il va y avoir un petit retour de ces dynasties autochtones au IVe siècle. Donc 525, c'est Cambyse II qui prend l'Égypte, et ensuite l'autre terme c'est autour de 332. 332, c'est la fin, ça va être la création d'Alexandrie, mais c'est la chute du pouvoir en 331, mais c'est la chute du pouvoir égyptien, et donc c'est Alexandre. Et à ce moment-là, l'histoire grecque et l'histoire égyptienne se confondent, puisque l'empire lagide, l'empire des descendants d'Alexandre, est un empire macédono-grec qui va faire que l'Égypte va se métisser de manière encore plus profonde. Alors de l'autre côté, si on veut avoir ce parallèle brièvement, il faudrait rentrer en détail pour être plus pertinent sur ces parallèles. La période classique de la Grèce, c'est le 5e siècle, alors que la période que l'on peut considérer comme classique de l'Égypte, c'est le Moyen Empire, donc c'est le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc on voit bien le décalage pour ce qui est des repères. Mais ça ne veut pas dire que la période classique est le début de l'histoire grecque. Il y a surtout en Crète le commencement d'une civilisation que l'on va qualifier de grecque, d'abord d'elladique et puis ensuite de grecque. C'est la période elladique, avec la constitution d'entités politiques et urbanistiques et l'administration, à partir de 2600, donc moitié du troisième millénaire. Mais la grande période crétoise, qui prend fin avec la destruction vers 1450, donc un siècle plus tard environ, à la moitié du deuxième millénaire, c'est-à-dire pratiquement quand commence ce qu'on appelle le Nouvel Empire en Égypte, à ce moment-là, c'est le début de la période de domination plutôt mycénienne, avec des sites plutôt continentaux et péloponnésiens. Mais il y a, ce qu'il n'y a pas en Égypte, une interruption brutale de la tradition, de la transmission, pendant ce qu'on a appelé les siècles obscurs. Et il y a un redémarrage, en quelque sorte, de l'histoire grecque pendant la période archaïque, vers le 9e, 8e siècle, qui est vraiment une charnière. C'est là que commence aussi la littérature, tout d'un coup, sortant du bleu. Et voilà, donc c'est l'histoire grecque, de la civilisation grecque, bien sûr, replonge ses racines dans la proto-histoire et au-delà dans un néolithique qui est moins bien documenté, sauf par des restes archéologiques. Mais clairement, les Grecs considèrent que l'Égypte et les Égyptiens ont construit quelque chose de consistant et de solide bien avant eux, et qu'ils sont un peu les héritiers aussi de ce qu'ils ont fait. Voilà. Mais alors justement, est-ce qu'on peut dire à partir de quand est-ce que les Grecs s'intéressent à l'Égypte ? Quand est-ce qu'il y a des contacts ? Est-ce qu'on peut l'établir, ça, savoir ? On peut dire de manière générale que lorsqu'on établit qu'il y a un contact, on est déjà après les premiers contacts. Donc on peut faire remonter les contacts, en tout cas, assez haut, avec la constitution du premier port que les Grecs vont construire en Égypte, qui va être d'ailleurs jusqu'à Alexandre la seule porte d'entrée pour eux, la seule porte d'entrée autorisée pour accéder à l'Égypte, et qui est construite, qui va s'établir à partir du VIe siècle. C'est Naucratis. Fin 7e, début 6e siècle. C'est sur la branche canopique, c'est une branche occidentale du Nil, donc accès direct à la mer. Naucratis, c'est le pouvoir des bateaux. Et alors, d'abord, ce sont des mercenaires qui vont être appelés par le pharaon pour intervenir dans des conflits internes et qui progressivement vont céder la place à un véritable comptoir et qui aura une très grande importance. Et à partir de là, il y a une interface, une fenêtre qui va se construire. Et c'est par là, par Naucratis, que la plupart des historiens vont passer, d'abord pour arriver et ensuite pour s'informer auprès de ce qui va se construire comme une élite bilingue hellénico-grecque. Alors, est-ce qu'on sait si l'échange allait également dans l'autre sens, c'est-à-dire les Égyptiens sont allés visiter la Grèce, si on peut parler en ces termes ? Alors, je précise que moi,
ma perspective est la perspective d'un helléniste, je ne Oui, suis pas oui. un égyptologue, Mhm, et les égyptologues pourraient peut-être répondre un petit peu différemment. Mais mhm, pour avoir beaucoup discuté avec certains d'entre eux, mhm. j'ai le sentiment que non, ce n'est pas réciproque. C'est-à-dire qu'il y a une D'accord. curiosité, un intérêt des Grecs pour Mhm, ces espèces de grands frères, cette civilisation un peu mère et lointaine, ouais, et qui se traduit aussi par une fascination pour le pouvoir de ce pays fils du Nil. Donc l'Égypte a été créée par le Nil, c'est ouais, Hérodote et qui le oui. dit, alors que les Égyptiens ont un peu une position un petit peu de surplomb et Mhm, considèrent que la Grèce ne vaut sans doute pas le ouais, détour. ouais. Donc il n'y a pas de mouvement tellement inverse, alors que Mhm, de visite de Grecs en Égypte, ouais. eh bien, c'est tout le monde. Mhm, C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui se constitue rapidement, mhm. alors en tout cas dans l'historiographie, Ouais. de dire que tout le monde est passé par là. Orphée, Dédale, Oui, c'est ça. Homère, Solon, Eh oui. Platon. Il n'est pas possible dans sa biographie de ne pas avoir un passage par l'Égypte, parce que c'est là que l'on trempe dans Oui. la culture à son origine. Oui, en fait, dans votre livre, on va y arriver, vous faites le comparatif un peu avec le grand tour des nobles du 18e, peut-être même déjà 17e, 18e. Il y avait un passage obligé par l'Italie pour découvrir la civilisation. Et en fait, là, c'est peut-être un peu la même chose, non? Tout à fait. Alors on ne sait pas ce qu'il y a d'historique dans tout ça, parce que Oui, lorsqu'on a oui. affaire par exemple à une vie de Pythagore qui date du Mhm. IIIe siècle après Jésus-Christ, c'est la vie de Porphyre, Oui. un philosophe néoplatonicien, évidemment, s'il nous dit que Pythagore est allé en Égypte, Mm. c'est tellement un motif littéraire qu'on ne sait pas vraiment s'il y est allé. Pour Pythagore, c'est probable, et c'est possible, et même probable, Mhm. puisque bon, Pythagore de Samos, c'est Oui. une île, Mhm. il y a une grande ouverture, et puis assez proche finalement Mhm. de l'Égypte, donc c'est assez probable. Mais disons qu'on a l'impression que, Thalès aussi, etc., qu'on Oui. fixe ce passage obligé un peu à Mhm. tout le monde. Oui. Donc, au-delà du motif littéraire, Mhm. il y a sans doute un tropisme des Grecs savants pour le lieu qui est considéré comme le lieu où on va trouver Mhm. des fondements de la Ouais. science et de la religion. Mm. Alors justement, dans votre ouvrage, le Quartet d'Alexandrie, vous avez retenu 4 auteurs. Est-ce que vous pouvez nous détailler qui ils sont et pourquoi le choix s'est-il porté sur eux? Alors vous avez raison. Dans un premier temps, nous avions l'intention d'intégrer davantage d'auteurs et nous en avons laissé tomber quelques-uns. Mhm. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que ce sont 4 figures historiques qui ont écrit un livre Mhm. sur l'Égypte. Oui. Les autres auteurs se sont intéressés à l'Égypte. Mhm. Si on devait recenser tous les passages dans la littérature grecque, Ouais. puisque évidemment le dénominateur commun de ces 4 Mhm. auteurs est de s'exprimer en langue Culture. grecque, Ouais, ouais. si on avait retenu tous les auteurs qui ont parlé de l'Égypte, Mhm. eh bien, il faudrait intégrer les auteurs de l'ensemble de la littérature. Pas toutes Ouais. les œuvres, Mhm. mais voilà. Mhm. Un auteur qui est resté de côté, c'est Plutarque, alors qu'il est Ah oui. extrêmement important, j'y Mhm. reviendrai peut-être tout à l'heure, Oui. mais parce que, bon, il ne s'agit pas d'un traité général Mhm. sur l'Égypte. Mhm. Ce qu'ils ont de commun, ces 4, enfin, je vais distinguer 3 auteurs et le Oui. 4e. Mhm. Les 3 auteurs grecs sont Hérodote, Diodore et Strabon. Mhm. Ce sont 3 historiens, et ce sont 3 historiens qui s'inscrivent dans une continuité, dans une tradition de l'Aegyptiakos Logos, Mhm. du discours sur l'Égypte, du récit de Ouais. l'Égypte, Mhm. qui est une forme à la fois ethnographique, géographique et historique. Le premier, Hérodote, est un auteur du 5e siècle qui est considéré comme le père de l'histoire et qui, dans son œuvre Mhm. intitulée Les Enquêtes, Oui. enquête donc sur les origines de la guerre entre la Perse et la Grèce, Mhm. puisque c'est pour lui le grand événement de l'histoire mondiale, qui propose au livre 2 une description, qui est la première, Mhm. extrêmement précieuse. Donc on est au milieu du 5e siècle, de l'Égypte. Et il connaissait assez bien l'Égypte, il est né au sud de l'Asie mineure, et il est allé Ouais. en Égypte, Mhm. ça c'est clair. Donc ça c'est le premier auteur. Le deuxième auteur, c'est Diodore. Diodore et Strabon, en fait, sont 2 auteurs à peu près contemporains Oui. Mhm. de la période romaine. Mhm. Diodore est plutôt de la fin du 1er siècle avant, Mhm. et Strabon écrit plutôt son œuvre géographique au tout début du 1er siècle Ouais. après. Mhm. Mais tous les 2 fréquentent Rome, vivent à Rome, Ouais. se sont possiblement rencontrés
également à Rome. Diodore, lui, a un projet qui est d'une bibliothèque historique gigantesque, de faire l'histoire du monde jusqu'à Jules César, depuis les commencements de l'humanité jusqu'à Jules César. Et les commencements de l'humanité, eh bien, c'est l'Égypte. Donc le premier de ces 40 livres porte précisément sur les traditions égyptiennes, et il va présenter en triptyque son histoire mondiale. Donc première partie, la Grèce, la Grèce et le reste, deuxième partie, la Sicile, et troisième partie, Rome. Donc, vous voyez, c'est très disproportionné, mais à l'intérieur, nous avons un témoignage qui reprend Hérodote. Il critique souvent Hérodote. Le troisième, Strabon, c'est un homme proche du pouvoir, proche de la cour impériale, qui est un peu un relais de l'idéologie impériale de conquête, et qui, lui, va, alors c'est surtout livre 17 et début de 18, faire une description surtout par l'espace, mais il reprend les traditions, et il a sans doute une formation beaucoup plus complète que Diodore dans les autres domaines que ceux de la géographie et de l'histoire. Voilà. Et le dernier, alors c'est un personnage tout à fait étrange, assez énigmatique, à la fois un prêtre et un philosophe, un Égyptien qui fait partie de l'élite égyptienne, mais qui s'est formé à Rome, qui lui a été attiré par le pouvoir impérial dominant à cette époque, toute la Méditerranée, qui s'y est formé, qui a suivi les cours en particulier de philosophes aristotéliciens, et qui est rentré en Égypte, et qui offre alors dans ce quadriptyque une position et une parole très particulière, puisqu'il révise et critique la position des trois autres. Qu'est-ce que les Grecs n'ont pas compris de l'Égypte ? Et il va dire tout ce qu'ils n'ont pas compris, les hiéroglyphes, la science. Donc, c'est une approche critique des trois précédents. Donc on peut dire que ce sont des regards différents mais complémentaires. Différents, alors complémentaires surtout parce qu'ils n'écrivent pas au même moment, entre Hérodote et Diodore Strabon. Et Chérémon, alors oui, il est très complémentaire puisque c'est la réponse, c'est le droit de réponse de l'Égypte à la Grèce. Et toute la tradition occidentale s'est construite sur une vision hellénique de l'Égypte. Et finalement, c'est presque un objet littéraire ou un objet de l'ethnographie grecque. Et là, Chérémon remet un peu les pendules à l'heure, et à partir de la documentation qu'il connaît très bien en tant qu'érudit égyptien, il va dire non, là, ça ne va pas. Donc lui, il est totalement bilingue, il est totalement biculturel, et c'est très précieux d'avoir ce personnage qui est contemporain des deux derniers, de Diodore et de Strabon, puisque c'est le premier siècle après. Voilà. Alors venons-en peut-être à la religion et à la cosmologie. L'Égypte pour les Grecs n'est pas seulement une terre ancienne, elle est aussi un réservoir de mythes, de dieux et de rituels. Alors les Grecs ont-ils réellement intégré des éléments religieux égyptiens dans leurs propres croyances, comme le dit Hérodote ? Isis, Osiris, Thoth. Oui, et bien d'autres. Alors, effectivement, si on aborde l'Égypte ancienne à partir d'Hérodote, on apprend que les Égyptiens ont finalement pratiquement tout inventé, et que pour ce qui est de la religion, pour les rites à mystère, pour le culte des dieux, pour le nom des dieux, eh bien, les Grecs sont des élèves des Égyptiens. Et il y a une position tellement forte et tellement contrariante pour le narcissisme grec que certains auteurs vont dire mais ne lisez plus Hérodote, il est malveillant à l'égard de notre culture puisqu'il rend aux Égyptiens il donne aux Égyptiens beaucoup trop. Alors oui, on peut dire malgré tout qu'il est beaucoup plus dans ce que les historiens modernes pourraient conclure de l'influence spirituelle, religieuse des Égyptiens sur la Grèce. Mais les historiens des religions ne sont pas tous d'accord sur les domaines dans lesquels on peut appliquer cette antériorité de l'Égypte. Sur les rituels à mystère en particulier, on pense qu'effectivement, un certain nombre d'éléments ont alimenté et ont nourri les cultes à mystère, même Méleusis, le dionysisme, à partir de l'Égypte. Mais à côté de cela, il y a d'autres dimensions, comme les cultes animaux, qui seront toujours des produits étrangers et qui maintiendront
une distance entre la religiosité grecque, et aussi l'anthropomorphisme radical des figures religieuses grecques est tout à fait contrasté. Donc oui, ils ont emprunté, mais peut-être plus la religiosité. Progressivement, ils ont intégré des éléments, par exemple, de l'ascétisme et des notions de pureté à l'égyptienne, mais de manière un petit peu marginale par rapport au culte politique, civique des Grecs. Donc finalement, pas tant que ça, à ceci près que progressivement, ces parties égyptiennes, ces cultes égyptiens vont être intégrés dans l'offre religieuse qui est faite aux Grecs, qui sont en quelque sorte très accueillants. Et on sait que dès le 5e siècle, par exemple, donc la période classique pour les Grecs, à Athènes, il y a un temple d'Isis. Donc les Grecs, les dieux étrangers vont venir et s'installer. Et dès lors qu'ils s'installent, eh bien, ils peuvent influencer les cultes d'autres dieux considérés comme plus grecs. Mais par exemple, Hérodote nous dit que Dionysos, il vient de là-bas. Héraclès, finalement, il était égyptien, que c'est en venant en Grèce qu'ils ont un petit peu changé, mais qu'on arrive à retrouver sous l'écorce du dieu grec des dieux égyptiens. Et il propose, alors ça c'est quelque chose de très intéressant, en même temps très complexe, ce qu'on appelle l'interpretatio graeca, l'interprétation grecque, qui est la lecture systématiquement des équivalences entre les dieux grecs et les dieux égyptiens. Et ils vont proposer comme ça des tableaux, des Hérodotes, et après tous les historiens qui le suivent vont faire la même chose. Finalement, qui est Dionysos? Dionysos, c'est Osiris. Et ils vont dans les deux sens. Alors c'est compliqué, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est pas un pour un. C'est pas un dieu qui est l'équivalent d'un autre dieu. Ce qui donne... Alors, parfois, c'est assez facile et assez consensuel. Par exemple, Horus, qui est une figure majeure du panthéon égyptien, a comme équivalent relativement régulier Apollon. Mais dans d'autres cas, on s'aperçoit que c'est vraiment le bazar. Par exemple, Isis, qui est une figure centrale en Égypte, évidemment, est tellement centrale que aucun dieu ne peut couvrir l'ensemble de ses prérogatives de ce qui la concerne. Et du coup, elle est alternativement identifiée à la Terre, à Athéna, à Perséphone, à la Lune, bien sûr, celle-là, à Thétis, parfois à Déméter, la déesse mère, à Héra, même à Aphrodite. Donc finalement, on finit par toutes les retrouver, des divinités féminines, ça s'entend, pour Isis, parce que, selon les cas. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre combien les deux religions sont restées, non pas hermétiques, mais relativement étrangères l'une à l'autre. C'est que cette traduction grecque, elle ne marche pas de manière systématique comme on voudrait la voir, et comme on l'a dans l'exemple des religions ou des systèmes théologiques grecs versus romains. Puisque là, on a des équivalences qui sont stables, alors que pour les Égyptiens, ce n'est pas stable. Mais c'est vrai que c'est perturbant quand on lit Hérodote, par exemple. Il cite les dieux à la grecque, et donc on ne sait pas trop qui est derrière. C'est un peu perturbant quand on lit. Voilà, parfois, lorsqu'il parle effectivement d'Osiris, parfois c'est Dionysos. Ou plutôt, quand il dit Dionysos, parfois c'est Osiris, parfois c'est un autre dieu. Pour Hadès, même chose, puisqu'il peut recouvrir Osiris ou un autre dieu. Et comme il ne les nomme pas par leur nom égyptien en général, il faut faire une rétro-traduction. Et tout à l'heure, je parlais de Plutarque, parce que Plutarque est l'auteur qui a proposé le premier un traité d'histoire des religions, dans un traité qui s'appelle Sur Isis et Osiris, donc, dont l'objet même est de traiter de la religion et de ces deux figures de la religion égyptienne. Et c'est absolument extraordinaire parce qu'il essaye de montrer, dans la continuité d'Hérodote, dont il dit parfois pique-pendre, que les Égyptiens sont ceux qui ont donné les clés de la théologie et qu'il ne faut pas lire au premier degré leurs récits, mais qu'il faut lire tout ce qu'il y a de symbolique et de vrai. Et donc, il propose une herméneutique de la religion égyptienne qu'il semble bien connaître, et il la connaît bien parce qu'il a des amis dans le clergé égyptien, y compris le clergé grec, c'est-à-dire des Égyptiens qui sont venus et qui maintiennent un temple à l'intérieur de l'espace grec. Et d'ailleurs, son traité est dédié à une prêtresse d'Isis qu'il connaît de près et qu'il admire.
Donc, il est bien placé pour parler de l'Égypte. On est au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Et il montre que l'Égypte continue de nourrir la réflexion théologique, la réflexion spirituelle et même philosophique, puisqu'il montre qu'il y a une convergence entre la religion égyptienne et la philosophie platonicienne, qui est pour lui l'aboutissement de la pensée grecque. Ah oui. Alors justement, en philosophie, parlons-en. On entend parfois que les philosophes grecs sont allés s'instruire en Égypte. Alors, mythe ou réalité, que sait-on des relations entre penseurs grecs et prêtres ou sages égyptiens ? Alors, bon, l'exemple de Plutarque est tardif, malheureusement. Oui, il est du 2e siècle. Voilà, il est un peu rare. On ne sait pas bien quelles sont concrètement les relations entre les uns et les autres. Il y a des prêtres installés, donc des prêtres ou des sages égyptiens installés en Grèce, mais ce sont des gens qui voyagent généralement assez peu jusqu'à la période hellénistique et romaine. À la période hellénistique et romaine, oui, là il y a une sorte de mouvement de l'Égypte vers le reste du monde méditerranéen, mais auparavant, comme je le disais, ils ne sont pas très intéressés. Donc les contacts ne peuvent se faire que sur place. Donc dans un premier temps, en quelque sorte, voilà, ce sont les savants grecs qui vont s'instruire là-bas. Dans un second temps, des prêtres égyptiens vont s'installer pour des colonies religieuses, en quelque sorte, tout au long de la Méditerranée. Mais de relations intimes entre les deux, on n'en a pas de témoignages très, très nombreux. Il a dû y en avoir. Mais, par exemple, Hérodote, lorsqu'il va en Égypte, il ne peut pas parler aux Égyptiens. Il doit passer par des Grecs installés qui vont servir de truchement, traduire. La langue est quand même un obstacle assez fort pour les Grecs, qui connaissent généralement pas du tout l'Égyptien, alors que les élites grecques qui vont se constituer, surtout pendant la période lagide, donc des rois hellénistiques, eux, oui, ils sont bilingues, et eux, ils vont irradier. Et dans la période romaine, et puis dans l'Antiquité tardive, l'Égypte va avoir un nouveau rôle, et un rôle très important. Mais si vous voulez, pour votre question, on sait que Diodore, par exemple, dans son histoire, a pu avoir accès à des archives qui sont des archives égyptiennes, probablement traduites. Donc il doit y avoir des efforts de traduction qui mettent à disposition. Mais au niveau des personnes, il ne semble pas y avoir de grande collusion entre l'élite égyptienne qui reste en Égypte et l'élite grecque ou romaine qui reste un peu de son côté. Alors vous avez déjà évoqué Platon précédemment, mais qu'en est-il, mythe ou réalité ? Est-il allé en Égypte et qu'en aurait-il rapporté ? Alors là, c'est encore les biographies postérieures de Platon qui disent qu'il est allé en Égypte. Il n'y a sur ce point aucune certitude historique qu'il est passé par là. Il parle de l'Égypte. Il est possible qu'il ait construit son Atlantide en référence à certains récits qui auraient une origine en Égypte éventuellement, puisque c'est dans un dialogue, le Critias, qui commence par raconter que Solon est allé en Égypte, donc avant Platon, et ce qu'il en a retiré de ses discussions avec les sages égyptiens. Donc aller là-bas, c'est comme pour un homme du XXe siècle d'aller en Inde pour rencontrer des brahmanes et apprendre la véritable sagesse qu'on a oubliée de notre côté. Donc déjà, cette idée qu'on a perdue et qu'il faut se replonger à la source. Pour Platon, alors on ne peut pas être catégorique sur sa présence en Égypte, mais il est bien informé. Et il est suffisamment bien informé peut-être pour se passer du voyage. Oui, puisqu'il l'évoque également dans le Timée, justement. Voilà, Critias et Timée sont ces deux dialogues qui se succèdent. C'est entre la religion et la philosophie. La métempsychose viendrait-elle de l'Égypte ? Alors, la métempsychose, c'est une possibilité, une option eschatologique parmi d'autres. On ne peut pas dire que tous les Grecs croyaient en la métempsychose. Il n'est pas absolument certain que Platon y adhère de la même façon qu'Empédocle, par exemple, pour parler de penseurs qui ont adopté, ou en tout cas exprimé cette conception la de réincarnation, de la métensomatose, comme on dit, du changement des âmes.
Alors là, je ne voudrais pas m'avancer Mhm. trop, mais je pense qu'il s'agit d'un motif qui est un peu transculturel et qui n'a pas besoin de Oui, médiateur oui, pour oui. émerger comme une option quand on envisage les possibilités d'expliquer les Mhm. similitudes, les différences. Mais oui, il est possible Mhm. qu'il y ait un renforcement de cette idée qui puisse s'appuyer sur des récits égyptiens. Oui, et l'immortalité aussi, puisque on sait bien que les Égyptiens embaumaient, alors surtout les pharaons, pour leur vie après la mort. Oui, mais là, par exemple, il y a aussi une grande différence entre la Mhm. conception égyptienne Oui, qui considère que le corps est absolument eh oui, eh indispensable oui. Mhm. à la continuation de la Mhm. vie au-delà de la mort, comme un vecteur et un véhicule, et les Grecs qui généralement considèrent qu'il s'agit d'une enveloppe dans Mhm. laquelle Eh oui. la psyché peut entrer, Mhm. sortir, et qu'elle en est indépendante. Ouais. Donc voilà, les Égyptiens, le pire qui puisse leur arriver, c'est de perdre leur corps. Mhm. Les Grecs, bon, ils perdent leur corps. La forme se change et la matière demeure. Eh oui, eh Ou oui. plutôt, là, en l'occurrence, la psyché demeure, même si le soma en prend un coup sur Terre. Mhm. Donc là aussi, on ne peut vraiment pas dire que les Grecs Ouais. ont écouté religieusement Mhm. les options idéologiques, Eh oui. philosophiques des Mhm. Égyptiens, comme si d'eux venait la vérité. Mhm. Et il y a vraiment de grandes différences dans la conception, Ouais. par exemple, du cosmos. Alors, abordons peut-être l'héritage savant. Que sait-on des connaissances astronomiques égyptiennes? Est-ce qu'elles ont influencé les Grecs? Alors ça, c'est une vaste question, mais qui est assez claire, mais Ouais. dans laquelle il y a beaucoup de détails. Oui, Mhm. c'est une évidence, les Grecs n'ont pas inventé tout seul dans leur coin Ouais. l'astronomie, Mhm. et les premiers astronomes dans l'historiographie des Grecs eux-mêmes, Ouais. et surtout Thalès, lui a puisé une bonne partie de ses connaissances dans des traditions à la fois mésopotamiennes Mhm. et égyptiennes, et pour l'astronomie plutôt sans doute égyptienne que sumérienne ou Ok. mésopotamienne de manière générale. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ouais. Bon, il y a déjà le calendrier solaire. Mhm. Ce sont eux qui ont D'accord. communiqué donc ce rythme-là Mhm. qui permet d'échapper à un rythme assez difficile qui est Ouais. celui de la Lune, le Mhm. Eh calendrier oui. lunaire, Eh puisqu'il ne oui. coïncide pas. Le calendrier lunaire, c'est environ 354 jours, Mhm. 365 et un tiers pour le calendrier solaire, mais c'est le solaire qui est intéressant du Eh oui. point de vue de la vie de la nature. Mhm. Donc, Mhm. c'est celui-là qu'il faut pouvoir retrouver. Donc, Et- les Égyptiens avaient un calendrier qui était solaire, de 12 mois de 30 jours, avec Mhm. 5 qui se rajoutaient. Et il fallait bien les rajouter au fur et à mesure. Donc, ils arrivaient à tomber à peu près juste. Et Mhm. ça, c'est absolument capital. Un autre élément très important, un Mhm. deuxième, peut-être, c'est une invention qui va permettre de chronométrer le temps nocturne, de le découper en décans, c'est-à-dire Ah oui. des secteurs, hein, et il y en a 36. Mhm. Donc Oui. 36 de 10, ça fait les 360 degrés, Mhm. voilà, D'accord. qui permet de pouvoir faire des mesures assez précises, des Mhm. levées de constellations, Ah des oui. coïncidences Mhm. entre certaines constellations levées, etc. Et ils vont avoir des compilations de données extrêmement précieuses. Ils vont il y a des professionnels de Mhm. l'enregistrement de Ah oui. data Mhm. concernant l'astronomie. Donc ça aussi, avec le temps, s'est accumulé un savoir extrêmement précieux. Et puis, en particulier, il y a tout le travail qu'ils ont fait autour du lever de Sirius, Ah oui. qui s'appelait aussi en égyptien Sotis, Mhm. d'où on parle des calculs et de l'année Oui. zodiaque, parce que le lever de Sirius dans le Chien correspondait exactement à l'époque, puisque Mhm. ça a Oui. changé, correspondait exactement à l'époque, au début de la crue du Nil. Ah oui. Et que les Mhm. Égyptiens, évidemment, Eh s'il y oui, a eh oui. un événement dans la Bien vie, sûr. c'est la crue du Nil. Eh oui, eh oui. Et donc cette coïncidence qui a donné lieu à quantité de récits, Mhm. d'histoires, Oui. évidemment d'interprétations Mhm. Mhm. en termes causalistes, de rapport entre l'un et l'autre, Mhm. eh Mhm. bien, ils ont livré des informations Ah oui. extrêmement précises sur Sirius. Donc voilà, cet attachement à voir l'influence, parce qu'évidemment il s'agissait d'une influence, là, Mhm. Oui. l'influence Eh des oui. constellations sur Mhm. les activités de la nature et les activités Oui. humaines,
Bon, ça a été très, très puissant et les Grecs n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent quand ils ont commencé à se poser ce genre de questions que la tradition, une tradition étrangère. Oui, oui. Donc là, oui, c'est incontestable. D'accord. Et alors, du côté des mathématiques, est-ce qu'il y a une transmission ou c'est un savoir parallèle? Alors, du côté des mathématiques, eh bien, en tout cas, beaucoup des mathématiciens dans la période hellénistique vont être en Égypte. Donc, ils sont là où les mathématiques ont commencé à se développer. Oui, on dit que Thalès a tout appris, en particulier pour les calculs de surface en géométrie, des données de l'Égypte. Alors, c'est assez cohérent si on considère l'ancienneté des travaux égyptiens en matière de mathématiques, puisqu'on a des documents qui remontent au 2e millénaire, donc là on est vraiment très loin de Thalès, et certains manuscrits. Alors il y a un manuscrit célèbre qui s'appelle le papyrus Rind, qui est un papyrus de calcul astronomique qui résout environ 90 problèmes mathématiques qui en donnent l'énoncé et la résolution. Et on sait qu'à cette époque, ils étaient déjà capables de calculer la surface d'un carré et d'un cercle, et donc de mesurer, ce qui était très important pour les mesures de terrain cultivable et pour le découpage autour d'une île de ses propriétés. Donc oui, une antériorité dans les travaux mathématiques et presque certainement, étant donné le cadre général de communication entre l'Égypte et la Grèce, une transmission. Alors, il faut dire que Alexandrie, donc qui va être fondée en 331 avant notre ère, va jouer un rôle fondamental. On ne l'a pas encore assez dit, mais cette ville va être le foyer d'une érudition. On va collecter tous les papyrus. On connaît le Muséon avec la collection de tous les écrits. Alexandrie va faire l'objet d'une effervescence intellectuelle importante, en fait. Oui, tout à fait. Et justement pour les échanges entre les cultures. Oui, alors Alexandrie a un peu occulté l'existence d'autres centres de réflexion et de construction de la science, et même de diffusion de la science. Alexandrie, en 331, alors elle va très rapidement acquérir un statut et des dimensions impressionnantes. Elle va pousser à une vitesse folle, mais néanmoins, ce n'est pas la seule grande ville, le seul foyer culturel ou scientifique. Il y a Rhodes, il y a Athènes, il y a dans la concurrence des États qui vont naître à la suite de la mort d'Alexandre, des monarchies hellénistiques, Pergame également, qui essaye. Et c'est cité ce livre, surtout Pergame, puis aussi ensuite Antioche et Alexandrie, une sorte de guerre culturelle, attirant les grands cerveaux et essayant d'être les plus brillants de ce point de vue-là, guerre idéologique ou culturelle. Il y a Rhodes également, qui est un grand centre culturel. Si on veut aller étudier, on peut aller à Rhodes, on peut aller à Pergame, pas seulement à Alexandrie. Mais c'est vrai que pour toutes sortes de raisons, Alexandrie est devenue un petit peu le symbole et est resté comme le lieu où il s'est fait le plus de choses dans le domaine du savoir. Et c'est vrai que dans la documentation que nous avons, les savants alexandrins liés de près ou de loin à la bibliothèque d'Alexandrie, au musée d'Alexandrie, à cette espèce d'institution royale qui offrait le confort de la recherche, ce petit CNRS qui était le musée d'Alexandrie, il y a eu des conditions très favorables à la fois pour l'accès aux sources et pour les conditions de vie et la concentration de cerveau pour un développement, en particulier en astronomie, en mathématiques et en médecine, qui sont vraiment les trois grands domaines où s'est déployée la science alexandrine. Et même on a tendance à dire, peut-être aussi parce que la période grecque elle-même qui correspond alors à cette période des 3 siècles, enfin de 332 jusqu'à 323, mort d'Alexandre, jusqu'à 323, jusqu'à 31, Axiome à peu près, c'est-à-dire quand l'Égypte devient romaine, bien pendant ce temps-là, on parle de période alexandrine, et c'est bien dire que Alexandrie est un petit peu l'aimant de tout cela.
Et on sait, même si on connaît assez mal le détail de cet organe pédagogique, qu'il y avait des écoles, et des écoles assez riches et très prestigieuses, qui attiraient de tout le bassin méditerranéen des gens avides de savoir. Et donc il y avait vraiment le développement d'un programme culturel et pédagogique. Alors on n'a pas encore parlé des arts et de l'architecture entre les deux civilisations, la grecque et l'égyptienne, ou il faudrait dire l'égyptienne et la grecque. Est-ce qu'il y a eu une influence de l'une sur l'autre ? Alors oui, bien sûr, à grands traits. Alors pour commencer par le plus simple, on peut dire que lorsque l'Égypte, dans l'Égypte alexandrine ou hellénistique, c'est la même chose dans l'Égypte, donc à partir de la fin du IVe siècle, eh bien là, c'est un métissage complet, avec une importation par les Macédoniens de beaucoup d'éléments dans l'architecture, dans la langue, dans la culture, dans les rituels sociaux, etc. Donc là, il va y avoir un métissage très important. C'est avant que c'est évidemment plutôt dans l'autre sens que ça se passe, parce que, encore une fois, l'Égypte n'est pas vraiment, regarde de haut un peu la culture grecque, tant qu'elle n'est pas très puissante. En revanche, les Grecs vont emprunter effectivement un certain nombre d'éléments. Alors, du point de vue iconographique, par exemple, ce sont les figures, le sphinx, des images, les motifs végétaux, le décor végétal, par exemple, dans les constructions, surtout les constructions religieuses. Donc ça, ce sont des éléments qu'on peut tracer assez nettement comme provenant de modèles égyptiens, passant parfois par la Crète, qui a été très réceptive. On a trouvé de très nombreux objets d'Égypte dans les fouilles déjà dès le 2e millénaire en Crète. Et puis, même dans la statuaire, on a pu établir que les premières, les statues de Kouroï, vous savez, ce sont ces hommes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, puisqu'il y a les Corées aussi, très droites, avec un pied légèrement avancé, position frontale. Ça, c'est un élément qui probablement est d'influence égyptienne, à la différence des figures et des types cycladiques antérieurs. Dans certaines constructions, par exemple, l'alignement des colonnes est quelque chose qui a pu être influencé par la pratique égyptienne. Voilà. Mais, par exemple, pour ce qui est des temples, de l'architecture religieuse en général, on constate qu'il y a plus de différences que de ressemblances. D'accord. C'est pas la même disposition. C'est pas la même disposition, c'est pas le même rapport entre l'intérieur et l'extérieur. C'est très ouvert pour la Grèce. Ça se passe dehors, l'hôtel est dehors, on voit presque toujours tout. C'est plus caché en Égypte. Il s'agit de rentrer à l'intérieur de complexes qui sont assez nombreux. C'est toute une ville, en fait, un sanctuaire égyptien, et où on est plutôt dans le secret que dans l'espace ouvert et public, et civique aussi. Il y a la religion et le civique sont quand même, ils sont complices en Égypte, mais ils sont plus distincts, alors que en Grèce, non, c'est au service du civique. Donc, tout un ensemble et même dans les architectures, on voit que les temples grecs et les temples égyptiens ne se ressemblent pas du tout. D'accord. Alors il faut qu'on aborde un dernier point peut-être, c'est la santé, la médecine. Est-ce que les Grecs ont puisé dans la science médicinale des Égyptiens ? Oui, alors, à chaque fois il faut répondre oui. Il faut. Disons que, de fait, l'Égypte exerce un pouvoir d'attraction et a développé des savoirs qui impressionnent dans tous les domaines, avec les différences que j'ai essayé de noter ça et là, la culture grecque. En Égypte, on le sait par Hérodote, qui le dit dans son livre 2 de ses histoires, mais on le sait aussi par des témoignages qui sont des témoignages archéologiques, par des témoignages papyrologiques. La médecine égyptienne s'est développée de manière très très profonde, jusqu'à produire simplement au niveau social des catégories, des confréries différentes par spécialité. Et ça, c'est quelque chose qui impressionne Hérodote. Il dit il n'y a pas des médecins, il y a des opticiens, il y a des dentistes, il y a des spécialistes du pied, des podologues, il y a des... etc. Et donc, il conçoit, et sans doute à juste titre, cette spécialisation comme la preuve d'un développement
extrêmement pointu de la science. Mhm. Et on le sait aussi par le fait que c'est un produit d'exportation, la médecine égyptienne. Mhm. Oui. On a de nombreux récits disant, alors c'est Cyrus qui demande, Mhm. on a des tablettes disant qu'un roi en Mésopotamie a demandé à ce que un médecin soit envoyé, le meilleur médecin soit Ah oui. envoyé de la cour égyptienne. Mhm. Donc ils produisent des médecins Oui. et ils réalisent des opérations, alors de la chirurgie, mais Oui, aussi oui. de la thérapie par les plantes. Mhm. On trouve Oui. ce motif déjà dans l'épopée homérique. Les Mhm. Égyptiens, ce sont les grands Ah oui. savants en plantes. Ah oui. Et c'est là-bas que l'on va pour apprendre à utiliser les plantes, donc pharmacopée. Mhm. Et on a aussi dans les restes archéologiques, on Oui. a pu trouver des prothèses Eh oui, eh nombreuses, oui. des prothèses d'orteils par exemple, Oui, des oui, c'est prothèses de vrai. pieds même, Mhm. Mhm. Eh oui, qui montrent que c'est voilà, vrai. il y avait un problème, on allait essayer de le traiter. Mhm. Alors plus on avait de l'argent et plus on était Oui, bien sûr. en mesure de Mhm. se payer des services experts, et sans doute mieux ça allait, Eh oui. même si fondamentalement, ça c'est plutôt Diodore qui nous le dit, fondamentalement la médecine était gratuite. Ah oui. Donc elle était au service de tous Mhm. et elle était D'accord. apparemment gratuite. Alors je pense que pour certaines opérations spéciales, il fallait quand Oui. même mettre la main au porte-monnaie, Mhm. Mhm. mais il y a en tout cas un souci de garantir à tous l'accès à la santé. Mhm. Très bien, ben, on arrive déjà au bout de notre émission. Et si vous deviez résumer en une idée forte l'apport de la culture égyptienne à la pensée grecque, quelle serait-elle? Alors, l'apport de la culture égyptienne, je ne sais pas si je pourrais résumer Mhm. facilement cet apport qui est vraiment pluridimensionnel. Il est, en fait, l'Égypte a été, avant la Perse, cet autre et ce miroir dans lequel la culture grecque s'est construite et s'est réfléchie. Mhm. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, l'Égypte, c'était les premiers autres. D'ailleurs, Oui. les Égyptiens ne sont pas des barbares. Les Mhm. barbares, ce sont les gênants un peu. Ah oui, Les Égyptiens ne sont pas appelés les barbares. Hérodote ne parle pas des Égyptiens comme des barbares. d'accord. Ce sont vraiment, c'est le premier Mhm. autre grand frère, premier autre qui montre la voie Mhm. et qui est suffisamment différent pour que l'on n'ait pas la tentation de se transformer en lui, Mhm. et suffisamment impressionnant et riche pour qu'on ait envie de le regarder et Ouais, d'apprendre ouais. de lui. Donc, c'est un peu sa première école, Mhm. la première école directe Ouais. pour un grec, et voilà le grand A peut-être, le grand autre. Parfait, très bien. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Tétrapharmakos. Merci beaucoup, Monsieur Ducaire, d'avoir relevé le défi de nous parler de l'impact de l'Égypte sur la culture grecque à travers Hérodote, Diodore, Strabon et Kérimon. Nous avons vu comment la Grèce antique a construit son imaginaire en dialogue avec une Égypte à la fois réelle et rêvée. Car la connaissance, c'est aussi cela, reconnaître l'altérité, apprendre d'elle et tisser du sens entre les civilisations. Nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, l'année prochaine pour notre prochain épisode, le mardi 13 janvier 2026, avec Laurent Pernaut, historien spécialiste de la rhétorique grecque antique et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. L'émission s'annonce aussi vibrante que politique, avec pour thématique la fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales. De l'agora à nos scrutins modernes, nous verrons que voter n'a jamais été un acte banal. En attendant, continuez de penser, de lire, de chercher, car le bonheur, comme le pensaient les anciens, commence peut-être là, dans le désir de comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Ducaire. Merci à vous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.